On aurait pu intervenir pour le stopper. On aurait pu s'en prendre aux génocidaires. Qu'est-ce qu'on est allé faire? À les soutenir. Et le fait que ceux qui avaient raison, c'était évidemment Kagame, puisque toute la propagande était de dire aussi que c'était lui qui avait arrêté le génocide. Alors comme Charles l'a dit, c'est pas vrai, c'est-à-dire qu'il a tout fait pour que les forces de l'ONU partent, pour qu'il ait la liberté absolue de prendre le pouvoir, et il a tout fait pour empêcher. Or thirdly, you had really to face the reality and say, since operation is being carried out by force, then you had to deal with the matter using force. Le 6 avril 1994, le monde apprend cette terrible nouvelle. En Afrique, 2 chefs d'État sont morts en même temps. Les présidents du Rwanda et du Burundi se trouvaient dans le même avion quand ils s'est écrasé. Et le résultat est terrible. C'est presque du jamais vu parce que le génocide rwandais de 1994 est l'un des événements les plus apocalyptiques de l'ère moderne, marqué par le massacre d'environ 800 000 Rwandais en l'espace de 100 jours. Au-delà des luttes ethniques, ce conflit s'inscrit également dans un conflit géopolitique et même en interne avec le gouvernement rwandais de l'époque, le FPR et les extrémistes Hutus. Le génocide déclenché par l'attentat contre le président rwandais Juvenal Habyarimana va révéler aux yeux du monde l'effondrement moral de la communauté internationale. Laissez-moi vous dire que de avril à juin 1994, la morale n'avait plus de signification au Rwanda. Comment comprendre cette tragédie inhumaine? Quelles en sont les causes? Qui en sont les responsables? Les amis, c'est la première fois depuis que j'ai commencé la chaîne YouTube que je reviens sur un sujet que j'avais déjà traité. Cette fois-ci, le sujet sera plus long, plus détaillé et beaucoup plus documenté. Et bien entendu, le sujet, c'est un sujet très important. Ne comptez pas sur moi pour vous dire quelqu'un a tué ceci, quelqu'un a fait cela, parce que les enjeux sont tellement importants. On parle de 800 à 1 million de morts. Mais ne vous inquiétez pas non plus, je vais vous donner suffisamment d'informations pour qu'à votre niveau, vous décidez de qui pour vous a réellement commis l'attentat ou qui pour vous a été le principal responsable de cette tragédie. Bien entendu, je mettrai les sources en description. N'hésitez pas à les consulter si ça vous intéresse d'aller plus loin. Et les amis, asseyez-vous parce que Biazi Assoum. Pour mieux comprendre la relation entre Hutu, Tutsi et Twa, il faut remonter à l'époque précoloniale. La société rwandaise est donc divisée en 3 groupes. On a les Hutus qui représentent environ 84%, les Tutsis qui représentent 14% et on a effectivement les Twa qui représentent environ 1%. Petite précision, les Twa, c'est des pygmées qu'on retrouve aussi au Congo, au Gabon ou au Cameroun. En fait, les grandes distinctions qu'il y a entre ces peuples, c'est le rang social. Les Hutus sont agriculteurs, les Tutsis, eux, sont plus dans l'élevage de gros bétail et les Twa, eux, ils sont plutôt dans la chasse. Malgré toutes ces distinctions, les 3 ethnies partagent la même langue, la même culture et la même religion. Et tous les 3 sont sous l'autorité de ce qu'on appelle l'Umwami. Et il faut savoir que les Hutus et les Tutsis ne forment pas des groupes hermétiques. La différence entre les 2 groupes est particulièrement sociale ou économique. Par exemple, un Hutu peut devenir Tutsi s'il acquiert 10 vaches ou grâce à une promotion sociale ou encore par une décision royale. A l'inverse aussi, les Tutsis peuvent devenir Hutus s'ils se voient dépossédés de leurs biens. Ce qui montre en réalité une vraie fluidité sociale. Et pour les 2 groupes, l'identité se fonde majoritairement sur les clans. Pour eux, c'est ce qui est vraiment important. D'ailleurs, certains mythes rwandais racontent que les Hutus, les Tutsis et les Twa descendent en réalité d'un même père. Un père ancestral qu'on appelle Kanya Rwanda, qui incarne la fraternité originelle du peuple. À cette époque, la société rwandaise fonctionne quasiment bien avec les différences qui sont plutôt économiques et sociales qu'autre chose. Il n'y a pas de réelle considération raciale ou ethnique. Avec l'arrivée de la colonisation allemande puis belge, les relations entre Hutus et Tutsis vont clairement se modifier. D'abord, les Allemands puis les Belges vont s'appuyer sur l'élite Tutsi pour gouverner. Et ce, sous l'influence des théories raciales européennes. Parce que pour eux, les Tutsis sont plus élancés, plus nilotiques, plus intelligents, donc plus à même à diriger. Et là, les colons considèrent les Tutsis comme la race supérieure. Bien entendu, destinée à gouverner. Et de l'autre côté, les Hutus sont considérés comme des cultivateurs primitifs incapables de gouverner. Ce qui justifie aux yeux du colonisateur leur place de subalterne. La colonisation ne s'arrête pas là parce qu'ils vont institutionnaliser les différences en introduisant dans les années 1930 la mention de l'ethnie sur la carte d'identité. Cette division va clairement renforcer la position dominante des Tutsis au détriment des autres ethnies. Et au fur et à mesure que les années vont passer, les Tutsis vont finir par se croire supérieurs, plus intelligents, plus à même à gouverner. Ils vont limite se croire au-dessus des autres. Et de l'autre côté, les Hutus sont très souvent marginalisés. Au début des années 50, la situation va évoluer avec l'église catholique qui va se mettre à soutenir l'émancipation des Hutus. Les Hutus vont donc se mettre à dénoncer une injustice sociale et
ils vont réclamer le partage équitable du pouvoir. En 1957, des leaders Hutus vont publier ce qu'on appelle le manifeste des Bas-Hutus, un document qui va exiger la fin des privilèges des Tutsis, une meilleure répartition des terres et une participation accrue des Hutus à l'administration. Face à ces nombreuses réclamations, l'élite Tutsi réagit avec un gros mépris. Ils perçoivent naturellement la demande des Hutus comme une atteinte à leur statut traditionnel de dirigeant. Les Tutsis refusent alors de partager le pouvoir, prétextant que les Hutus sont incapables de diriger le pays, en raison de leur infériorité supposée qui a été nourrie pendant des années de colonisation. Pour les Tutsis, les revendications Hutus ne sont même pas légitimes parce qu'ils sont le fruit de la manipulation des Belges, qui veulent juste diviser pour mieux régner. Pour eux, c'est du séparatisme et les Hutus veulent nuire à l'unité nationale. La situation prend un autre tournant en 1959 avec la révolution sociale. Encouragés par les Belges qui changent de camp comme par hasard à la veille des indépendances africaines et se mettent donc à soutenir les Hutus parviennent à renverser la domination Tutsi. La révolte éclate, les Tutsis sont attaqués, leurs biens sont pillés, certains s'enfuient dans les pays voisins, notamment l'Ouganda, la Tanzanie et le Congo. La révolution sociale symbolise un peu la fin de la monarchie Tutsi et ouvre la voie à l'instauration d'une république. Et en 1961, Grégoire Kayibanda devient premier président du Rwanda avec son parti, le Parme Hutu. Parme Hutu qui est un parti qui a énormément lutté durant la révolution sociale. Et il faut le préciser, le Parme Hutu, c'est un parti qui est vraiment de l'extrême Hutu, du Hutu Power. Avec le pouvoir de Grégoire Kayibanda, les Hutus vont se venger de ces années de domination sous la gouvernance des Tutsis. C'est vrai que le régime de Grégoire Kayibanda est extrême, mais de l'autre côté, il y a des Tutsis aussi qui se voient vraiment supérieurs et pour eux, ils n'acceptent pas de se faire diriger par un Hutu. Et c'est pour ça qu'à ce moment, beaucoup s'en vont. À cette période, beaucoup de Tutsis vont s'exiler et même à l'extérieur, ils vont revendiquer leur place de gouvernant au Rwanda. Certes, il y a des Rwandais qui sont partis à cause des violences, mais certains sont également partis parce que pour eux, personne n'est mieux qualifié qu'eux pour diriger. Le régime de Grégoire Kayibanda repose essentiellement sur l'émancipation des peuples Hutus. Le reste, c'est vraiment pas son problème. Et tout ça va entraîner des discriminations systématiques pour les Tutsis, qui seront tout naturellement marginalisés et exclus de certains postes. Le pouvoir de Grégoire Kayibanda est marqué par des tensions ethniques. En 1963, par exemple, les Tutsis de l'extérieur tentent d'attaquer le Rwanda. Pour le régime de Grégoire Kayibanda, c'est du pain béni pour massacrer les Tutsis qui sont restés à l'intérieur du pays. Et ça encore, ça va provoquer l'exode de plusieurs Tutsis à l'extérieur du pays. Ils vont donc aller au Burundi, au Congo, en Ouganda surtout. Mais le régime de Grégoire Kayibanda est aussi marqué par ses incompétences, notamment sur le plan économique. Grégoire Kayibanda est clairement incapable de résoudre les problèmes économiques et structurels du pays. Le pays s'enfonce alors dans une grande pauvreté. Mais il faut également préciser qu'il y avait une différence entre les Hutus du Sud et les Hutus du Nord. Grégoire Kayibanda, il était soutenu par les Hutus du Sud. C'est vraiment des Hutus extrémistes qui, pour eux, vengeance sur les Tutsis. Massacrer les Tutsis, sinon eux, ils vont nous massacrer en retour. C'est vraiment sur cette base-là, sur cette base de population que Grégoire Kayibanda s'appuie pour gouverner. De l'autre côté, on a les Hutus du Nord qui, eux, sont vraiment modérés et qui veulent un Rwanda uni. Je n'irai pas jusqu'à dire que tous les Hutus du Nord sont modérés, mais ils font vraiment la promotion d'un Rwanda uni. Et cette division va conduire en 1973 au renversement du régime de Grégoire Kayibanda, qui sera renversé par un certain Juvenal Habyarimana. Le régime d'Habyarimana va essayer de très vite adopter une approche pragmatique et ouverte pour les Tutsis de l'intérieur du pays. Avec Habyarimana, certaines persécutions vont donc diminuer drastiquement. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles il a pris le pouvoir, parce qu'il estimait que le pays ne pouvait pas avancer avec un gouvernement qui méprisait autant les Tutsis. C'est vrai que durant le régime d'Habyarimana, il y avait une élite Tutsi qui prospérait énormément au Rwanda, mais la question ethnique était toujours là. C'est un pays qui a été colonisé dans ça et ça n'allait pas partir du jour au lendemain. Par exemple, la mention de l'ethnie sur la pièce d'identité était toujours là et il y avait toujours un quota. Je vais vous raconter une petite anecdote de Colette Brackman qui a énormément écrit sur le Rwanda qui illustre parfaitement le contexte du pays. En fait, le professeur, c'est un ami de Colette Brackman et il lui explique qu'il est un peu triste parce qu'il y a certains de ses élèves Tutsis qui sont parmi les meilleurs de la classe mais qui ne vont pas réussir un concours parce que le quota d'élèves Tutsis est déjà dépassé. En fait, on ne prenait pas vraiment les meilleurs de l'ensemble, on prenait les meilleurs des Tutsis en proportion des meilleurs des Hutus. Ce qui crée un vrai déséquilibre parce qu'un élève Tutsi plus intelligent qu'un Hutu, juste parce qu'il y a l'ethnie et qu'il y a des quotas, l'élève Tutsi ne sera pas par exemple admis. Et durant la période des années 70, le Rwanda sous Habyarimana, c'est quelque chose. Le pays est prospère sur le plan économique. Et on peut dire que dans l'ensemble, le régime d'Habyarimana est assez stable durant les années 70. Mais malgré la paix qu'il y avait au Rwanda durant cette période, quelques années plus tard, c'est-à-dire dans les années 87, donc en
en 1987, le Front patriotique rwandais va se créer en Ouganda. Dans ce contexte, il y a une élite Tutsi réfugiée en Ouganda qui veut essayer de reconquérir le pouvoir au Rwanda. La création du FPR, c'est le fruit d'une alliance entre les exilés Tutsi de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Burundi. En fait, c'est vraiment surtout de l'Ouganda où une importante diaspora s'est imposée là-bas. Certains ont même la nationalité ougandaise et précision, ils ont été longtemps sous le leadership de Yoweri Museveni, l'actuel président de l'Ouganda. Ces Tutsis-là ont aidé Yoweri Museveni à prendre le pouvoir et Yoweri Museveni va bien leur rendre l'appareil. Et bien que certains exilés Tutsis ont la nationalité ougandaise, ils se sentent quand même toujours marginalisés et un retour au Rwanda est prévu. Et donc à ce moment-là, un homme qu'on appelle Fred Rwijima va organiser des troupes pour le retour au Rwanda. Dès le début, le FPR bénéficie d'un soutien considérable des États-Unis, notamment grâce au comité américain des réfugiés dirigé par Roger Winter. Et une conférence tenue en août 1988 à Washington renforce la dynamique en offrant au FPR un blank sailing. C'est une politique diplomatique pour préparer une offensive militaire. Et ça contre qui? Contre le Rwanda. Tout ne va pas être linéaire pour le FPR parce que le premier chef d'état-major du FPR, le général-major Fred Rwijima, qui est un héros des maquis sous Yoweri Museveni. Fred Rwijima est très charismatique, ce qui lui vaut sa popularité auprès de ses troupes. Et en octobre 1990, il lance une offensive contre le régime d'Habyarimana. Et avec près de 7000 hommes, ils franchissent la frontière Ouganda-Rwanda. Mais malheureusement, le deuxième jour de l'attaque, Fred Rwijima est assassiné. Selon certains témoignages, notamment celui de Abdul Ruzibiza, Fred Rwijima aurait été assassiné par l'un de ses propres hommes. Un acte qui aurait été orchestré par des leaders internes du FPR qui voulaient prendre le pouvoir. Cet événement va provoquer des énormes tensions dans le FPR, mais ils vont essayer vraiment de camoufler ça pour éviter naturellement toute suspicion du camp adverse. Et après la mort de Fred Rwijima, le leadership du FPR est d'abord repris par Bayingana et Buyenzi qui vont énormément contester l'ascension de Paul Kagame. Et Paul Kagame, à cette époque, il est en stage aux États-Unis. Et pas n'importe où, à l'école de guerre de Fort Leavenworth. Et il sera rappelé en urgence le 14 octobre 1990 par Yoweri Museveni. Quand Kagame revient, c'est pour un seul but, reprendre le contrôle de l'armée du FPR. Et bizarrement, quelques temps après, Bayingana et Buyenzi, ceux qui avaient pris la tête du FPR après la mort de Rwijima, seront assassinés. Je rappelle juste qu'ils avaient contesté la légitimité de Paul Kagame à la tête du FPR. Et après la mort de ces deux hommes, Paul Kagame prend réellement la tête du FPR. Paul Kagame, comment vous le présentez, c'est quelqu'un dont la famille s'est enfuie du Rwanda après la révolution sociale. Donc il s'est installé en Ouganda. Il a aidé Museveni à prendre le pouvoir. Il a été formé par les Américains par la suite. Donc c'est pour vous dire, c'est quelqu'un qui est énormément compétent sur le terrain. Mais à côté de ça, il est également très compétent dans tout ce qui est guerre d'influence et manipulation. Il va diriger les troupes du FPR d'une main de fer avec Paul Kagame. C'est ça ou c'est pas ça. Et en juin 1991, il va donner une interview dans la Libre Belgique où il va donner l'image d'un révolutionnaire austère, celui qui veut juste la paix et le retour des Tutsis au Rwanda. Il prend la défense des réfugiés Tutsis qui sont en Ouganda, qui pour lui sont marginalisés. Il demande un retour au pays de ces derniers. Et cette stratégie-là lui permet de séduire le monde occidental et de séduire les anticolonialistes parce qu'à l'époque, Mobutu, Habyarimana sont vus comme des marionnettes des États-Unis et de la France. Habyarimana n'est pas une marionnette des États-Unis. Certains ont tendance à l'assimiler comme étant une marionnette de la France. Mais croyez-moi, à cette époque, Paul Kagame est prêt à tout, vraiment prêt à tout pour atteindre ses objectifs. En réponse aux pressions internationales, notamment aussi au discours de la boule de François Mitterrand, Juvenal Habyarimana décide d'ouvrir le pays sur le plan politique. Le régime de Juvenal Habyarimana reste quand même assez dur. Le 28 avril 1991, la nouvelle constitution du Rwanda, bien entendu, ce qui arrive après les événements et les attaques du FPR, la nouvelle constitution du Rwanda est amendée. Et cette nouvelle constitution autorise le multipartisme. Cette ouverture permet la création de nombreux partis, notamment le MRD, Mouvement démocratique des républicains. Ça, c'est vraiment un parti des Hutus, vraiment extrême Hutu Power. Je ne sais pas si vous voyez. Le PL, Parti libéral, le PSD, le Parti social-démocrate. Et tous ces partis-là vont former un gouvernement de coalition. Et les partis d'opposition hostiles au gouvernement d'Habyarimana vont donc avoir des places prépondérantes dans ce gouvernement-là. Mais bon, sauf que durant cette période-là, vous savez, le FPR a commencé à attaquer le pays. Et ces attaques du FPR-là vont commencer à radicaliser un côté de l'entourage du président Juvenal Habyarimana.
Et dans ce contexte, une répression sanglante va s'abattre sur les Tutsis qui vivent à l'intérieur du pays. Et pour les Hutus extrémistes, ces derniers sont accusés de collaborer avec le FPR. J'aimerais quand même donner une précision. On parle souvent dans les médias du régime Habyarimana quand il y a eu ces violences-là. Mais c'est clairement pas le régime d'Habyarimana. Certes, il est président, mais ça n'a rien à voir avec le Habyarimana président durant les années 70. Parce que ses pouvoirs ont été drastiquement réduits, vraiment réduits. Habyarimana va donc demander l'aide de la France parce qu'il va sentir que les attaques du FPR sont vraiment concluantes. On va également avoir du mal à cerner les enjeux, les envies surtout du FPR. Parce que devant les caméras, il demande la paix dans le pays, il veut un retour assez pacifique. Mais de l'autre côté, il peine à arrêter les massacres. Les troupes de Paul Kagame exploitent clairement bien la crise humanitaire qui touche le Rwanda. Parce qu'ils essaient de discréditer le gouvernement de Juvenal Habyarimana à cause de la crise humanitaire qui frappe le pays. Et pour Paul Kagame, la guerre psychologique a déjà commencé. Parce qu'il est en train de cultiver l'image du FPR comme étant un mouvement libérateur. La France va jouer un rôle clé durant cette période parce qu'elle va soutenir militairement le gouvernement de Juvenal Habyarimana. Paris voit donc le régime de Juvenal Habyarimana contre un rempart contre l'expansion des anglophones dans la région. Les forces françaises interviennent plusieurs fois, notamment avec l'intervention qu'on appelle l'opération Norrois en 1990, dès le début des attaques du FPR. Certes, l'intervention française permet de limiter les avancées du FPR, mais ça augmente les critiques à l'international. La situation est invivable pour le gouvernement d'Habyarimana et c'est ce qui va conduire aux accords d'Arusha. Les accords d'Arusha, c'est le résultat de nombreuses négociations qui ont commencé en 1992 jusqu'en 1993, qui visent en réalité à mettre fin à la guerre civile au Rwanda. Les négociations mettent sur la table le gouvernement de Juvenal Habyarimana et le FPR de Paul Kagame. Il faut également préciser que les accords d'Arusha se font sous la médiation de la Tanzanie, de la France, de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité africaine. En fait, les accords d'Arusha visent à rassembler les deux parties pour créer un gouvernement de transition et établir un nouveau cadre démocratique. Le contenu des accords d'Arusha repose sur plusieurs piliers. Premièrement, le partage du pouvoir entre les Tutsis et les Hutus. Le contenu des accords d'Arusha repose sur plusieurs piliers, notamment le partage du pouvoir entre l'opposition, représentée par le MRD ou le FPR, et le parti de Juvenal Habyarimana. Le FPR, de son côté, obtient des places prépondérantes. Ils ont par exemple des sièges assurés dans le prochain gouvernement et des forts pouvoirs de décision politique. Et sur le plan militaire, les accords prévoient la création d'une armée nationale représentée à 40% par des membres du FPR, ce qui est énorme quand on voit les proportions Tutsi-Hutu. Je vous rappelle que les Hutus représentent 84% et les Tutsis représentent environ 14%. C'est vraiment énorme pour le FPR. On ne le dit pas assez, mais les concessions que Juvenal Habyarimana fait à cette époque sont juste incroyables. Et c'est pour ça qu'il s'attire les foudres des extrémistes Hutus. Et j'oubliais, c'est certes 40% des effectifs, mais 50% des postes de commandement. C'est vraiment incroyable. Et enfin, les accords d'Arusha stipulent le déploiement d'une force internationale, la MINUAR, sous les commandements de l'ONU, afin de garantir l'application des accords d'Arusha. Sur le plan sécuritaire, l'application des accords d'Arusha peine à s'installer. D'abord, le commandement de la MINUAR dirigé par le général Dallaire est déjà mal vu par les Hutus parce que le général Dallaire est très proche, pas vraiment proche, mais très favorable au FPR. Et par ricochet, il est opposé à Juvenal Habyarimana. Mais parallèlement, il y a un événement qui va vraiment bouleverser la perception des Hutus. C'est l'assassinat du président burundais Melchior Ndadaye. En fait, Melchior Ndadaye, c'est un président burundais qui est Hutu. Il va se faire assassiner par des militaires Tutsi. Et ça va plonger le Burundi dans le chaos. Et ça va énormément augmenter les craintes du côté Hutu sur une prise de pouvoir des Tutsis. Et c'est à partir de ce moment-là que certains Hutus vont se radicaliser. Ok, qu'est-ce qui se passe au Burundi? L'armée assassine le président élu démocratiquement, le Hutu, l'armée Tutsi. On l'assassine sauvagement avec la baïonnette. Comme un chien. Et la situation, la mort du président déclenche la guerre civile là-bas. En tout cas, des échauffourées, il y a des massacres et tout. Les Hutus du Burundi affluent au Rwanda, ils fuient les exactions de l'armée Tutsi burundaise. Quand ils arrivent au Rwanda, qu'est-ce qui se passe? Les Hutus, leurs frères Hutus qui voient ça, qui entendent les histoires de ce qui se passe au Burundi, se disent quoi? Mais si ces Tutsis ne sont pas capables d'accepter le processus de paix, qu'est-ce qui nous dit qu'ils vont accepter
les négociations de paix que nous faisons ici. À la fin des années 1993, le Rwanda est quasiment au bord du gouffre. Bien que les accords de Arusha ont été signés et qui sont porteurs de paix, ces derniers ne parviennent pas à apaiser les tensions. Parce qu'on ne comprend plus rien, on n'arrive plus à cerner le FPR. Les accords d'Arusha leur sont favorables, mais sur le terrain, ils continuent d'avancer. Et pour les extrémistes Hutus, ça envoie un message clair, la paix n'est vraiment pas une option pour les membres du FPR et que ces derniers veulent vraiment prendre le pouvoir par la force. Et on a vraiment l'impression que le pays est au bord du gouffre et qu'il va atteindre un point de non-retour. Le 6 avril 1994, un sommet régional se tient à Dar es Salaam en Tanzanie. Les présidents de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Rwanda et du Burundi se réunissent en Tanzanie pour discuter du problème de Hutu-Tutsi, problème qui survient au Rwanda et au Burundi. Et au retour de ce sommet-là, Cyprien Ntaryamira, président du Burundi, et Juvenal Habyarimana, président du Rwanda, décident de rentrer ensemble. Petite anecdote, j'ai donné cette anecdote dans la chute de Mobutu. Mobutu aurait pu être dans cet avion, c'est juste qu'il a décidé comme ça de ne pas atterrir à Kigali parce qu'il savait que c'était une zone à risque. Bon, revenons à nos moutons, Cyprien Ntaryamira et Juvenal Habyarimana décident de rentrer alors le 6 avril en soirée à Kigali. Mais sauf que lorsque l'avion décide d'atterrir, il est abattu par 2 missiles sol-air. L'attentat ne fait aucun survivant. Les 2 présidents Hutus du Rwanda et du Burundi meurent sur le coup. Pour les extrémistes Hutus du MRND, le parti de Juvenal Habyarimana et du CDR, c'est le bon moment pour commencer le génocide. Pour eux, ça ne fait aucun doute, c'est l'œuvre du FPR, le Front Patriotique Rwandais. Et à partir de ce moment-là, l'humanité va complètement disparaître. Parce que même pas une heure après l'attentat, les massacres vont commencer. Le lendemain, le 7 avril 1994, Agathe Uwilingiyimana, la première ministre du Rwanda, qui est alors une Hutu vraiment modérée, sera assassinée avec les 10 casques bleus de l'ONU, qui étaient censés assurer sa sécurité. Les Hutus vont donc mettre en place une machine méthodique à tuer. On parle entre 800 000 et 1 million de morts en 100 jours. L'efficacité du génocide est due notamment à la radio d'Émile Collines qui propageait la haine, même si le FPR de son côté avait également sa radio pour propager des messages haineux. On a également les Interamwe qui vont perpétuer de nombreux massacres. Mais une question reste en suspens. Qui a abattu l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana et de son homologue burundais Cyprien Ntaryamira? Selon Pierre Péan, l'attentat contre l'avion présidentiel Juvenal Habyarimana est minutieusement orchestré par le Network Commando, un groupe d'élite du Front Patriotique Rwandais FPR. Tout commence avec l'acquisition des armes nécessaires. En 1987, l'armée ougandaise achète un lot de missiles Sol-Air SAM-16 de fabrication soviétique. Ces armes puissantes et efficaces deviennent accessibles au FPR grâce au soutien direct du président ougandais Yoweri Museveni, allié stratégique du mouvement rebelle. Museveni, redevable envers les Tutsis et exilés dans son pays, leur offre une aide militaire et surtout des formations. Début 1994, les 2 missiles sont prélevés des stocks ougandais et ils sont entreposés à la base de Bombo et transférés à Mbambara, une ville frontalière au Rwanda, avant d'être acheminés jusqu'au quartier général du FPR à Mulindi. Ce transfert est bien entendu effectué dans le plus grand des secrets, avec une équipe logistique entraînée à dissimuler les armes lourdes sous des chargements ordinaires. En février 1994, les missiles sont camouflés sous un tas de bois de chauffage dans un camion Mercedes qui va directement prendre la route pour Kigali. Ils vont réussir à passer plusieurs contrôles grâce à la passivité des membres de la MINUAR, les forces de l'ONU. Et surtout, il faut préciser que le général Dallaire, chef de la MINUAR, est très hostile au gouvernement d'Habyarimana, mais très favorable au FPR. Une fois arrivé à Kigali, les armes sont dissimulées au CND, au Conseil national pour le développement, où siègent 600 000 soldats du FPR, ce qui n'est pas rien. Si vous vous demandez pourquoi les militaires là sont là, c'est qu'ils sont là grâce aux accords d'Arusha. Pour ceux qui se plaignent que, oh, les accords d'Arusha, Habyarimana, certes, Habyarimana a renié ce qu'il a dit devant certains Hutus, mais dans les faits, il commençait à appliquer certaines mesures et au fur et à mesure. Les membres du commando network vont identifier une clairière où ils vont pouvoir tirer leurs missiles. Et la clairière se trouve à Masaka où on peut facilement voir les pistes d'atterrissage de l'aéroport. Et le 6 avril, les missiles sont transportés dans une camionnette direction la colline de Masaka. Il y a 3 hommes qui vont aller le 6 avril à la colline de Masaka, le chauffeur et 2 tireurs. Mais plusieurs autres membres du FPR sont censés assurer la sécurité dans la zone. À l'approche de la nuit, le groupe se prépare à l'attaque. Les 2 tireurs ajustent leur lanceur avec précision. Et à 20h23, le Falcon du président est identifié à l'approche. Le premier tireur tire son missile, mais ça ne touche pas l'avion, mais ça parvient quand même à déséquilibrer l'avion du président. Le deuxième tireur tire également et lui il fait mouche parce que c'est lui qui va abattre l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana. Les commandos quittent immédiatement la zone et abandonnent leur lance-missiles dans les buissons.
pour éviter toute suspicion. À 21h15, tous les membres du Commando Network sont arrivés au CND sans souci. L'opération baptisée Target is Hit est un véritable succès. Et d'ailleurs, le juge Bruguière également avait fait une enquête, une commission rogatoire en Russie, qui a permis d'établir que les missiles qui ont abattu l'avion avaient été achetés en Russie dans le cadre d'un contrat interétatique avec l'Ouganda, d'où venait l'OFPR. Donc, bien entendu, ça provoque l'apocalypse au Rwanda et le début du génocide. C'est comme ça, selon Pierre Péan et beaucoup d'autres d'ailleurs, que le FPR a éliminé le président rwandais. Mais est-ce que c'est vraiment ça la vérité? Parce qu'il y a une autre hypothèse. L'autre hypothèse accuse les Hutus extrémistes. Parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, beaucoup de Hutus étaient vraiment en colère contre Juvenal Habyarimana après les accords d'Arusha. Pour eux, à Arusha, Juvenal Habyarimana a capitulé. J'ai encore en tête les mots du colonel Bakosora, celui qui est considéré comme le cerveau du génocide, qui après les accords d'Arusha va sortir de la salle en disant « Je rentre, j'en ai marre de cette mascarade, je m'en vais préparer l'apocalypse ». Les raisons pour eux étaient vraiment diverses. Certes, de l'autre côté, le FPR ne pouvait pas prendre le pouvoir de manière démocratique, et voilà peut-être pourquoi ils auraient pu assassiner Habyarimana, mais de l'autre côté, les Hutus aussi avaient des raisons, parce qu'il était en train de capituler. Quand on voit tout ce qu'il a donné au FPR après les accords d'Arusha, ils étaient vraiment en colère. Mais au bout d'un certain temps, on se rend compte, par exemple, que celui qui était considéré comme le cerveau du génocide, le colonel Théoneste Bagosora, lorsque Bruguière l'interroge, le juge Bruguière lui demande « Mais où étiez-vous le jour de l'attentat ?» Il était en train de prendre un verre avec les casques bleus de l'ONU du Bangladesh qu'il avait invité. Alors, pour quelqu'un qui organise un attentat ou un coup d'État, c'est quand même étrange qu'il choisisse ce jour-là pour aller prendre un verre avec les casques bleus. Second point, la France qui a soutenu les Hutus extrémistes pendant le génocide, aller sur le lieu de l'attentat, ils vont récupérer la boîte noire et après leur passage, personne ne va jamais retrouver la boîte noire de l'avion. Pour ceux qui ne savent pas, la boîte noire, c'est un élément essentiel pour élucider les causes d'un crash d'avion. Un autre élément qui peut également montrer que les Hutus ont assassiné le président Juvenal Habyarimana et que ça faisait partie du plan, c'est la rapidité avec laquelle les massacres se sont enchaînés. Même pas une heure après l'attentat, certains ont commencé à se faire décapiter. On a vraiment l'impression que tout était organisé. Je ne dis pas que la thèse est vraie ou qu'elle est fausse, mais ça a le mérite d'être raconté. Un autre élément, c'est l'assassinat du colonel Dido qui vivait près de l'aéroport. Il a été assassiné avec certains de ses collègues et sa femme. Pour rappel, il bénéficiait d'un dispositif d'écoute assez puissant qui pouvait écouter les communications autour de l'aéroport et il a certainement été assassiné vraisemblablement à cause de ça. La France n'a mené aucune action pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Mais je tiens quand même à préciser que difficile à croire que la France qui a soutenu le gouvernement génocidaire va camoufler un assassinat du FPR qui affronte le gouvernement génocidaire contre un Français. Et on est quand même, on doit se demander qui a assassiné le colonel Dido. Est-ce les militaires du FPR? Est-ce les Hutus? Mais c'est quand même difficile de dire que c'est le FPR parce que comment la France n'a pas essayé de faire la justice sur cette affaire, c'est quand même assez suspect. Maintenant, qu'est-ce que la justice a dit sur cette affaire? Les enquêtes sur cet attentat sont assez controversées. Après la victoire du FPR à la fin du génocide, ils ne vont montrer aucun intérêt à vouloir faire la lumière sur cette affaire, l'affaire de l'attentat contre le président rwandais. Ça ne va pas les intéresser plus que ça. C'est en 1998, les femmes des pilotes qui étaient dans l'avion vont porter plainte pour acte de terrorisme, ce qui va amener une enquête des tribunaux français sous la direction du juge Bruguière. Et après des années d'investigation, en 2006, le juge Bruguière estime qu'il a suffisamment d'informations et que pour lui, ça ne fait aucun doute. Ce sont les membres du FPR qui ont abattu l'avion. Selon lui, le FPR a déclenché cet attentat justement pour provoquer le chaos et venir réparer ce chaos-là et en prenant le pouvoir par la suite. Parce qu'il serait incapable de prendre le pouvoir de manière démocratique. Parce qu'il faut préciser encore, et que je précise encore une fois, c'est pas tous les Tutsis qui étaient avec le FPR. Il y avait énormément de Tutsis de l'intérieur qui étaient avec les Hutus, qui étaient avec le gouvernement d'Habyarimana, même si, vous savez, durant la période 90, beaucoup de gens doutaient des régimes
régime en place, même ceux qui étaient bien à l'aise, ceux qui étaient à l'aise sous Mobutu, quand Mobutu s'est fait renverser, il avait complètement lâché. Et là, je parle à l'intérieur du pays. Et le juge Bruguière va donc émettre des mandats d'arrêt contre certains membres du FPR. Et c'est à partir de ce moment-là que les relations diplomatiques entre la France et le Rwanda vont réellement se casser. Le Rwanda va accuser la France d'avoir soutenu les génocidaires et le gouvernement de Kagame va directement rompre les relations avec Paris, les relations diplomatiques bien sûr. Et c'est aussi à partir de ce moment-là que le gouvernement rwandais va mettre en place sa propre enquête sous la direction de Jean Mutindi. Et en 2010, le rapport de Jean Mutindi affirme que ce sont les extrémistes Hutus qui ont orchestré l'attentat contre Juvenal Habyarimana. En 2012, l'enquête française est relancée, mais sauf que le juge Bruguière, il est déjà à la retraite et c'est Marc Trévédis qui va prendre l'affaire en main. Et l'enquête de Marc Trévédis va conclure à un non-lieu, c'est-à-dire on n'a pas suffisamment de preuves pour dire qui a perpétué l'attentat. Mais sauf que pour Charles Onana, ça n'a pas de sens. Et voilà pourquoi il dit ça. L'espère acousticien n'est jamais parti au Rwanda, il a fait ses essais dans le Loiret. Bon, alors... Ah, il n'est pas allé à l'aéroport non, il n'est pas allé au Rwanda, il a fait ses essais dans le Loiret. Le problème, c'est que le Loiret, vous savez, c'est une surface plane, c'est une géographie très, très plate, alors que la ville de Kigali est une ville de collines. Donc, la propagation du son dans les collines n'a rien à voir avec la propagation sur un terrain plat. Problème, premier problème. Deuxième problème, comment pouvez-vous être dans le Loiret, faire des essais dans le Loiret et nous dire avec précision à partir d'où sont partis les tirs de missiles au Rwanda, près de 6000 km de Paris. Alors, aujourd'hui encore, il n'y a toujours pas de vérité absolue sur cet attentat. Parce que ce soit Pierre Péan, Charles Onana, tous ont été attaqués en justice pour avoir émis l'hypothèse selon laquelle le FPR a abattu l'avion du président rwandais. Et comment finir cette vidéo sans parler du rôle trouble de la France au Rwanda? À travers l'opération Noroa qui a débuté en 1990, on a clairement vu que la France voulait soutenir le Rwanda sur ce qu'on pouvait qualifier d'attaque extérieure, parce qu'en réalité, les Tutsis qui ont voulu rentrer au Rwanda à cette époque avaient la nationalité ougandaise. Pour ça, on peut comprendre. Mais ce qui se passe après l'attentat est beaucoup plus discutable. Déjà, durant le génocide, la France a armé le gouvernement génocidaire. 1. 2. 2, c'est à l'ambassade de France qu'ils ont créé le gouvernement provisoire. Et 3, la France a validé ce gouvernement provisoire et c'est pas tout. Ils ont carrément dit que le gouvernement provisoire était conforme aux accords d'Arusha. Accords d'Arusha où on disait 40% du FPR, je sais pas si vous voyez. Et parmi tout ça, il y a un événement qui est quand même paradoxal, c'est les événements de Bicécéro. En vrai, c'est dans la continuité. La France lance l'opération turquoise des semaines après le début des massacres pour sauver le maximum de personnes. Et à Bicécéro, qu'est-ce qui se passe? Les militaires français arrivent sur une colline, ils trouvent environ 1000 Tutsis complètement apeurés, qui ont peur de se faire découper, qui ont peur, qui s'agrippent directement à eux et disent « On a envie de nous tuer, protégez-nous ». Les militaires français, à ce moment-là, vont laisser les Tutsis pendant un moment et ils vont revenir 3 jours après. Mais sauf qu'entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Celui qui commandait les troupes qui sont arrivées à Bicécéro a envoyé un message à la DGSE. Moi, je n'ai pas la réponse de la DGSE, mais visiblement, au vu de leur inaction, certainement la DGSE n'a pas donné d'informations selon laquelle il devait les sauver. Donc c'est tout ça qui met le flou. Quelles étaient les réelles motivations de la France au Rwanda? On parle quand même d'un conflit de plus de 800 000 personnes qui décèdent en 100 jours. Et vous, dites-moi, vous croyez en quelle thèse? Parce que pour moi, tout se joue sur l'assassinat du président Juvenal Habyarimana. Pour moi, tout se joue là. Et vous, vous pensez que qui a abattu l'avion de ce président? Parce que vous êtes soit du camp 1 ou du camp 2. Le camp 1 pense que le FPR a sacrifié des Tutsis parce qu'ils savaient qu'il allait avoir des morts, mais pour eux, c'était le seul moyen de prendre le pouvoir, provoquer un génocide et récupérer le pouvoir par la force. Il y a cette thèse. Il y a la thèse des Hutus qui ont voulu massacrer les Tutsis, les massacrer tous pour prendre le pouvoir. Et d'ailleurs, pour les auteurs comme Pierre Péan, le FPR et les exilés Tutsis méprisaient énormément les Tutsis de l'intérieur parce que pour eux, ils étaient des traîtres. Donc vous, dites-moi quelle est la thèse qui vous convainc le plus, encore plus avec des informations que je viens de vous donner. Dites-moi quelle thèse vous convainc le plus. Et est-ce que ce format de vidéo vous plaît? Parce que je suis vraiment épuisé. Je suis vraiment épuisé. Surtout que je n'ai pas l'habitude de faire autant de minutes de tournage, autant d'heures de tournage déjà parce que ça fait plus d'une heure que je tourne. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous. Au revoir.